Bonjour, alors aujourd'hui pour changer un peu, on va parler d'algorithmes probabilistes. Voilà. Je veux parler d'un cours de Guillaume Aubrun à l'ENS Lyon qui, on va dire, qui sensibilise, dont le but est de sensibiliser les étudiants sur le thème de l'informatique et la probabilité. Donc qu'est-ce que les probabilités apportent en informatique, et il commence son cours avec quelques exemples, et je vais en détailler un qui est édifiant sur l'apport des probabilités en informatique. En fait, on a des algorithmes qui sont, on va dire, déterministes, dont on peut être sûr que le résultat qui sort est vrai, et des algorithmes qui sont probabilistes, c'est-à-dire on est presque certain et on peut mesurer l'erreur qui est généralement infinitésimale. Et le premier exemple que Guillaume Aubrun donne dans son cours, c'est la vérification pour des matrices de taille n sur le corps F2, donc juste avec des 0 et des 1, de l'égalité AB égale C pour trois matrices A, B et C. Alors, vous avez évidemment l'algorithme déterministe qui consiste à regarder et à faire tous les calculs, et donc sa complexité est de n3. Faut bien voir que vous avez n calculs par coefficient, et donc n2 coefficients de la matrice, ça fait du n3. Mais vous avez l'algorithme probabiliste qui consiste à vérifier, donc le but est de vérifier une formule, et de vérifier une formule sur chaque vecteur. Et dans ce cas-là, on passe à, ici, n2 comme complexité, et si on le fait sur plusieurs vecteurs, mais un nombre fini qui ne dépend pas de n, évidemment, un nombre fixé qui, lui, va fixer la probabilité, eh bien, on va avoir du O de n2. Donc, vous voyez bien ce qu'on y gagne, quitte à vérifier sur une centaine de vecteurs ce qui va se passer, d'accord? Et là, voir que on pourra affirmer, après l'avoir testé sur une centaine de vecteurs, qu'on a bien l'égalité. Je ne vais pas détailler cet exemple. Il y a un deuxième exemple sur les graphes, donc, qui s'appelle l'algorithme de Karger. J'espère que je prononce bien. Le but est de découper les arêtes d'un graphe jusqu'à ce qu'il soit d'un graphe connexe, jusqu'à ce qu'on ait séparé deux parties connexes. Et donc, il y a un algorithme probabiliste qui consiste à faire des découpes de chaque arête, comme ça, au hasard, et on peut chercher la complexité de cet algorithme, à quel moment il va nous donner deux composantes connexes. Mais là, ce que je vais présenter, c'est vraiment quelque chose de très joli, très convaincant, qui fait un bel exercice de probabilité, tout en nous convainquant de l'utilité des probabilités en informatique. C'est le quicksort randomisé. Alors, le but, c'est de trier une suite S de n nombres, x1 jusqu'à xn, voilà. Il faut les trier du plus petit au plus grand, et on va compter sur notre talent pour dire que si on le fait au hasard, ça va très bien se passer. Alors, c'est quoi le hasard? Ici, on va choisir au hasard un x dans la suite S, et ce x, lui, il va être placé quelque part, c'est-à-dire qu'on va trier l'ensemble S- des éléments plus petits que x, et l'ensemble S+ des éléments plus grands que x. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il sera inutile, évidemment, de comparer les éléments de S- et les éléments de S+. Ben oui, puisque les éléments de S- sont automatiquement plus petits que les éléments de S+. Bon, et ensuite on continue sur S- et sur S+. Donc, bon, c'est vraiment l'algorithme complètement naïf, hein, vous admettrez. Et on va appeler Cn la complexité de l'algorithme,
c'est-à-dire le nombre de comparaisons qu'on aura faites une fois l'algorithme terminé, c'est-à-dire quand tout aura été trié. Alors, regardons le pire des cas et regardons le meilleur des cas. Quel est le pire des cas? Évidemment, c'est le cas où on a choisi systématiquement le pivot le plus petit, ou systématiquement le pivot le plus grand. Si le pivot est toujours le plus petit, donc par exemple on choisit celui-ci, le nombre de comparaisons est égal à n-1 ici, puis on n'aura pas de S-, on aura juste un S+, donc on s'occupe de S+, et là on va avoir plus n-2, et donc le nombre de comparaisons, ça va être la série arithmétique, la somme des nombres de 1 à n-1, c'est-à-dire n2 moins n sur 2, et vous comprenez bien que c'est, si on veut un équivalent, ce sera n2 sur 2. Bien, donc c'est un algorithme de complexité n2. Le meilleur des cas, alors le meilleur des cas, c'est évidemment quand c'est divisé pour régner, hein, et c'est quand le pivot, ce qu'on appelle le pivot, donc l'élément x choisi, est toujours au milieu. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, j'ai pris un cas où n est pair, hein, mais on aurait pu, vous pouvez imaginer le cas n impair de la même manière. Eh bien vous voyez que ici, hein, par exemple, je vais prendre ici au milieu, bon, il y en a deux qui sont au milieu en quelque sorte. Eh bien maintenant que j'ai choisi celui-ci, je vais faire combien de comparaisons? Évidemment n-1. Bon, comme je prends une inégalité, je vais prendre n. Et ensuite, je vais faire deux algorithmes sur un nombre qui est inférieur à la partie entière de n sur 2. Voilà. Donc, ici, j'ai cette complexité, j'ai majoré Cn plus petit que 2 C de partie entière de n sur 2 plus n. Et j'affirme que cette inégalité implique que Cn est un grand taux de n log de n. C'est quelque chose d'assez classique qu'on retrouve dans la FFT, hein, la transformée de Fourier rapide, hein, le même algorithme, parce que c'est la même façon de décomposer en deux et de diviser comme ça pour régner, et donc à chaque fois on récupère un 2 ici, mais là on a du n sur 2. Je vais le démontrer quand même, parce que bon, c'est un grand classique qu'il faut connaître. Donc ici, vous posez P égale log de base 2 de n, d'accord? Et D indice P, c'est C indice 2 puissance P, c'est-à-dire C indice n, hein, sur n, c'est-à-dire donc C indice 2 puissance P sur 2 puissance P. Alors je vais reprendre cette inégalité qu'on a trouvée. On a D indice P qui va être inférieur. Alors, donc comme je divise par 2 puissance P ici, avec le 2, je vais avoir du 2 puissance P moins 1 au dénominateur. Là, comme je divise n par 2, j'ai C indice 2 puissance P moins 1. Là, j'ai n, donc j'ai 2 puissance P, mais je divise par 2 puissance P, donc ça fait que j'ai 1 ici. Et donc ça fait que dP est inférieur ou égal à dP-1 plus 1, donc c'est inférieur à une suite arithmétique, hein. Donc vous avez dP qui va être inférieur ou égal à P au final, d'accord, si on va avoir P, c'est-à-dire log de base 2 de n, hein, par définition. Donc quand je vais reprendre C indice n, eh bien ça va être un grand taux de, je remultiplie ici par n, n log de n. Voilà, on retrouve ça, c'est un classique, hein, ça vaut le coup de le regarder au moins une fois. Eh bien, voilà le pire des cas, c'est du O de n2. Le meilleur des cas, c'est du O de n log de n. Eh bien, il se trouve que notre algorithme probabiliste qui consiste systématiquement à choisir un pivot au hasard à chaque fois, d'accord, eh bien, il est quand même en O de n log de n, et c'est ce qu'on va montrer tout de suite. Alors allons-y, on va montrer au final que l'espérance de Cn, de la complexité
de l'algorithme est en n, et c'est un grand taux de n log de n. Alors, on va fixer i et j avec i strictement plus petit que j et entre 1 et n, évidemment. Et je vais appeler aij, je devrais l'appeler donc aijn, en fait, hein, l'événement. Les éléments xi et xj sont comparés au cours de l'algorithme. Alors, évidemment, il est fondamental cet événement, puisque l'espérance de Cn, eh bien, Cn, c'est juste, on compte le nombre de comparaisons qu'on a fait entre i et j, donc c'est l'espérance de la somme des 1, on met un 1 quand on a comparé i et j, et 0 sinon. Donc c'est l'espérance de la somme, ici, pour i strictement plus petit que j, de la fonction indicatrice de l'événement. Et par linéarité de l'espérance, eh bien c'est la somme des probabilités de aij. C'est ça qu'on va calculer, la probabilité de aij. Je vais le faire en regardant la probabilité contraire, c'est-à-dire bij, que j'appelle bijn. Et c'est la probabilité pour que, en fait, les éléments x, i et xj sont dissociés. Donc, à un moment dans l'algorithme, il va y avoir un x, un pivot, qui va se mettre entre les deux. Et ça, j'arrive à le voir. Bon, alors voici la proposition. On va poser alpha, bon, comme i et j sont fixés, j'appelle alpha égale j moins i plus 1. Donc c'est le nombre d'éléments qu'il y a entre i et j étant compris. La loi des intervalles. Eh bien, j'affirme que la probabilité de bijn, c'est alpha moins 2 sur alpha. C'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est que c'est indépendant de n. Et à partir de ce moment-là, eh bien, évidemment, la probabilité de aij va être indépendante de n aussi et va être égale à 2 sur alpha. Bien, donc je fais une récurrence sur n. Et puisque il existe i et j tel que alpha égale j moins i plus 1, n est forcément plus grand que alpha. Donc, regardons ce qui se passe, le cas extrême, qui va être l'initialisation, quand n est égal à alpha, et puis ensuite on fera l'hérédité. Bah, oui, si n est égal à alpha, bah, quand est-ce qu'on dissocie i et j? Bah, soit vous prenez, alors i c'est 1 et j c'est n, soit vous prenez comme pivot 1 ici, et dans ce cas-là, forcément, j sera comparé à i, donc on n'est pas bon. Soit alors vous prenez comme pivot j, et là pareil, on n'est pas bon. Donc maintenant l'idée c'est de dissocier les deux. Donc c'est évidemment la probabilité qu'on choisisse, il n'y a qu'une seule possibilité de dissocier i et j, c'est si on choisit un pivot parmi ceux qui sont strictement entre les deux. Bien. Et donc, il y a alpha moins 2, donc comme il y a en tout alpha possibilités de pivot, il y a alpha moins 2 possibilités gagnantes pour avoir l'événement bij qu'on divise par le nombre total qui, ici, dans l'initialisation, est égal à alpha. Donc maintenant, on passe à l'hérédité. Alors, on a i et j qui sont là, le nombre d'éléments ici entre i et j c'est exactement égal à alpha, d'accord? Et maintenant, la probabilité de dissocier i et j, soit je dissocie du premier coup de l'algorithme, dans ce cas-là ce sera dissocié, du coup, à partir du moment où j'aurai pris un élément strictement compris entre i et j, ben, les i et les j seront dans des S- et des S+ distincts. Donc là, c'est alpha moins 2, puisque j'ai enlevé i et j des alpha éléments ici, divisé par n, parce que j'ai choisi les pivots parmi n, donc alpha moins 2 sur n, plus, et là maintenant, ben, plus le cas où je n'ai pas choisi là ici. Alors maintenant, si je choisis i ou j, eh ben, c'est pas bon, ils seront jamais dissociés parce qu'ils vont être comparés. Donc maintenant, ce qu'il faut pour être dans un cas bij, il faut que je choisisse mes pivots là ici, c'est-à-dire parmi n moins alpha
Et la probabilité, c'est n moins alpha sur n. Et maintenant, une fois que j'ai choisi mon pivot, imaginons que je choisisse mon pivot à gauche, comme je pourrais le choisir à droite, alors je vais avoir un S- et un S+, et il n'y a qu'un seul des deux, là ici c'est S+, qui contient IJ. L'autre, on ne s'en occupe pas, donc on va s'occuper de la partie de droite, on va dissocier, il faut dissocier I et J, mais cette fois-ci, le nombre d'éléments ici est strictement plus petit que n. Donc, par récurrence, la probabilité ne dépend pas du nombre ici, et elle est égale à alpha, elle ne dépend que de la différence entre I et J, et ça va être alpha moins 2 sur alpha. Donc ici, vous allez avoir au final alpha moins 2 sur n, d'accord, plus n moins alpha sur n fois alpha moins 2 sur alpha. Donc n moins alpha sur n, ça fait 1 moins alpha sur n. Donc ici, vous allez avoir la alpha qui se simplifie quand on va développer, moins alpha moins 2 sur n et plus alpha moins 2 sur n s'élimine, et il reste alpha moins 2 sur n. Alors, il est très possible qu'il y ait une méthode plus simple, mais je ne la vois pas. En tout cas, bon, celle-ci me paraît claire, en tout cas, voilà. Alors maintenant qu'on a montré que la probabilité de BIJ est égale à alpha moins 2 sur alpha, ça veut dire que la probabilité de AIJ c'est 2 sur J moins I plus 1. Donc l'espérance de Cn, eh bien regardez, c'est la somme pour les I strictement plus petits que J de 2 sur J moins I plus 1. Bien. Ben oui, maintenant je vais poser K égale à J moins I, c'est-à-dire K varie de 1 à n moins 1. Je mets 2 en facteur. Ici, j'ai 1, une fois que j'ai mis 2 en facteur, 1 sur K plus 1. Mais combien de fois? C'est-à-dire combien de fois j'ai des I plus petits que J qui sont séparés de K les uns des autres? Eh bien, disons de K plus 1. Eh bien, imaginons que K soit égal à n-1. Vous voyez bien que ça fait K plus 1 égale n, donc ça veut dire que I et J sont juste les extrêmes. Vous n'avez qu'une seule possibilité. Quand K égale n-2, vous avez 2 possibilités. Quand K égale n-3, vous avez 3 possibilités, etc., etc. Et en général, vous avez n-k possibilités. Donc je mets n-k et artificiellement, j'ajoute 1 ici, j'enlève 1 ici. Ça fait que ici, je vais pouvoir mettre n plus 1 en facteur, j'ai 2n plus 1, et là je reconnais la série harmonique, d'accord? Et ensuite j'ai moins 2, et je vais avoir k plus 1 sur k plus 1, donc ça va faire 1, et je vais ajouter les 1 jusqu'à de 1 à n-1, ça va faire moins 2 facteur de n-1. Donc comme la série harmonique est équivalente à log de n, ici j'ai un équivalent qui est 2n log de n, donc je suis sur un grand taux de n log de n. Donc je vous rappelle que quand on était dans le meilleur des cas et qu'on prenait systématiquement le pivot en plein milieu, eh bien on était sur de O de n log de n. Et là, on fait ça complètement random et on a du O de n log de n, ce qui prouve que le hasard fait bien les choses, et je remercie Guillaume Aubrin pour d'utiles discussions.